Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'état fondamental et de l'état excité d'un atome. Nous savons tous que chaque atome a une certaine configuration électronique dont on a parlé dans la vidéo précédente. Et cette configuration électronique veut dire qu'il y a une certaine distribution des électrons sur les niveaux d'énergie. Donc, chaque électron est présent dans un certain niveau d'énergie qui correspond à l'énergie de l'électron. Mais quand l'atome absorbe une quantité d'énergie, l'électron ou les électrons qui sont dans ce niveau vont sauter ou passer au niveau d'énergie supérieur. Alors ici, on voit le niveau E1 qui représente le niveau fondamental de cet électron. Et quand il a absorbé cette quantité d'énergie dont on va parler tout à l'heure, alors il passe du niveau fondamental numéro 1 au niveau fondamental numéro 2. Et pour que cela se passe, la quantité d'énergie qui est représentée ici par H nu, ce V-là, on le prononce nu ou nu. Donc, cette quantité d'énergie que l'électron a absorbée est exactement égale à la différence d'énergie entre le niveau fondamental numéro 1 et le niveau fondamental numéro 2. Quand l'électron saute ou passe de 1 à 2, on dit que l'atome est dans un état excité ou tout simplement que l'atome est excité. Pourquoi? Parce qu'il y a un électron ou plusieurs électrons qui ont été excités. Donc, l'état général de l'atome dépend de l'état de chaque atome de chaque électron dans l'atome. Alors, qu'est-ce que c'est que cette quantité-là? C'est l'énergie. Donc, vous allez trouver dans les références ou sur Internet l'énergie E égale H multiplié par nu. Alors, E, c'est l'énergie. H, c'est une constante, c'est une valeur constante qu'on appelle la constante de Planck. Et nu est la fréquence. La fréquence des rayons lumineux ou de n'importe quelle énergie qui va être absorbée par l'atome. Ici aussi, on voit les niveaux fondamentaux. On peut voir le niveau numéro 1, le niveau 2, 3, 4, etc. Pour le premier électron qui se trouve dans ce niveau-là, E1, donc les niveaux supérieurs E2, E3, E4, ce seront des niveaux d'excitation ou ce seront des niveaux excités. Donc, si l'électron au niveau 1 absorbe une quantité d'énergie qui est exactement égale à la différence d'énergie entre 2 et 1, donc il va passer de 1 à 2. Mais si nous avons déjà un électron qui est déjà dans le niveau 2, donc pour cet électron-là, qui se trouve d'habitude dans le niveau 2 ne sera pas un niveau excité, mais le niveau fondamental de cet électron. Donc nous parlons de deux électrons différents. Un qui est d'habitude au niveau 1, donc pour lui, le niveau 2 est un niveau excité, mais s'il y a un autre électron dans cet atome-là qui est d'habitude dans le niveau 2, donc le niveau 3 sera un niveau excité pour ce deuxième électron. Mais si, par exemple, l'atome dont le niveau fondamental gagne une quantité d'énergie qui est suffisante pour quitter l'atome, c'est-à-dire qu'il a absorbé une quantité d'énergie qui lui permet non seulement de passer à 2 et à 3 et à 4, mais c'est un niveau d'énergie plus grand que le niveau d'énergie ou la quantité d'énergie nécessaire pour passer
dernier niveau. Et alors, dans ce cas-là, quand il surpasse l'énergie du niveau dernier, donc il va quitter l'atome. Et quand un électron quitte l'atome n'est plus neutre et l'atome devient un ion positif. Ici, nous avons un diagramme qui vous représente le noyau de l'atome et le niveau premier ou le niveau numéro 1 d'énergie de cet atome-là. Et nous voyons ici un seul électron dans ce niveau-là. Et si cet atome-là absorbe un photon ou une quantité d'énergie qui est suffisante pour passer du niveau premier au niveau second, ou au second niveau, donc nous avons un état excité de l'atome. Donc, comme je viens de le dire, si l'énergie absorbée par l'électron est suffisamment importante, c'est-à-dire elle est assez grande pour permettre à l'électron de surpasser tout ou de dépasser tous les niveaux d'énergie, donc il va quitter l'atome très facilement. Et quand il quitte l'atome, comme je viens de le dire, l'atome devient un ion. Donc, l'énergie du photon absorbé est égale à la différence d'énergie entre deux niveaux électroniques. Donc, c'est très bien calculé. Le photon que l'électron absorbe a une quantité d'énergie qu'on appelle quantum qui est exactement égale à la différence entre les deux niveaux d'énergie successifs. Et comme je viens de le dire, cette équation-là vous montre la relation entre l'énergie du photon et la fréquence de l'énergie et il y a la constante Planck entre les deux. Et quand dans une équation, vous avez une quantité qui est égale à une constante multipliée par une autre quantité, donc ces deux quantités-là sont proportionnelles, sont directement proportionnelles, c'est-à-dire que chaque fois qu'on a une fréquence plus haute ou plus grande, nous allons avoir ou cela sera associé par une énergie plus grande. Donc, nu est la fréquence ou bien du photon absorbé ou bien de la lumière émise. Là, l'équation s'applique aux deux conditions. Et on peut voir alors que cette énergie qui est émise après avoir été absorbée, si l'électron retourne à sa condition, à son état fondamental, c'est-à-dire ici, nous allons voir le niveau fondamental et nous allons voir que, par exemple, ici, l'électron a été bougé ou a quitté son niveau fondamental pour aller au niveau excité. Mais d'habitude, l'électron ne peut pas rester de façon permanente dans ce niveau 2. Il doit retourner tout de suite, le plus vite possible, à son niveau fondamental. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle qui dit que les atomes ont tendance à être dans le niveau d'énergie inférieur. Pourquoi? Ou le plus bas. Pourquoi? Parce que le corps humain et les organismes vivants en général ont tendance à conserver leur énergie. Si nous regardons ici, nous voyons d'abord le spectre lumineux et je vais vous dire pourquoi on parle du spectre lumineux. Ici, nous avons le spectre lumineux. Nous avons un spectre visible qui constitue des longueurs d'onde commençant par 400 nanomètres et se terminant par 700 nanomètres. Vous pouvez alors découvrir que la couleur rouge a une longueur d'onde plus grande que la couleur bleue, mais toutes ces couleurs-là, commençant
par le violet et le bleu et se terminant par l'orange et le rouge sont dans ce spectre-là d'ondes lumineuses. Mais les longueurs plus grandes, cela représente les radiations invisibles infrarouges. Et puis, encore plus longues, nous avons les micro-ondes et encore plus longues, les plus longues sont les ondes radio. Mais d'autre part, nous avons des longueurs d'onde qui sont plus petites. Cela représente les radiations ultraviolettes. Vous savez bien sûr qu'il y a une relation inverse entre la longueur de l'onde et la fréquence. Donc ici, si nous avons dans les radiations ultraviolettes une longueur d'onde plus petite, donc nous avons une fréquence plus grande et donc elle est associée avec une énergie plus grande ou à une énergie plus grande. C'est pour ça que les rayons X et les rayons gamma, qui ont les longueurs les plus courtes des ondes, ont la fréquence la plus grande et sont associés d'une énergie très grande. Et c'est pour ça qu'on utilise les rayons gamma comme des couteaux biologiques, c'est-à-dire qu'on peut, parce qu'ils sont accompagnés par une énergie très grande, on peut les utiliser pour couper des tissus ou découper des tissus biologiques. Quand nous regardons le diagramme, nous allons voir que, par exemple, ici, nous avions un électron au niveau 2, c'est-à-dire le niveau 2, c'est l'état fondamental de cet électron. Il a absorbé un photon, il a absorbé une quantité d'énergie qui lui était suffisante pour arriver au niveau 6. Et ensuite, puisque l'électron ne peut pas demeurer longtemps dans ce niveau d'énergie très haut qui n'est pas le sien, donc il va descendre encore une fois à son niveau original. Et voilà, nous voyons cette flèche colorée en violet ici qui montre comment l'électron va retourner au niveau 2. Et quand il passe du niveau 6 au niveau 2, il va émettre une grande partie de l'énergie qu'il a absorbée. Ici, le diagramme est un peu simplifié parce que nous allons voir qu'il y a un peu d'énergie qui est dissipée en forme de chaleur. Mais ce diagramme-là, qui est trop simplifié de façon intentionnelle pour faire les choses plus faciles, pour rendre les choses plus faciles, nous vous montrons alors que toute l'énergie qui a été absorbée va être euh, dissipée ou libérée. Et alors, dans ce cas-là, nous allons obtenir la plus grande énergie qui représente, comme je viens de le dire, la partie violette du spectre lumineux. Mais si, dans ce cas-là, euh, alors oui, c'est pour ça, ici, dans ce cas-là que je viens d'expliquer, peut-être qu'on n'a pas d'énergie libérée ou dissipée parce que on vous montre dans les autres couleurs comment il y a une certaine partie de l'énergie qui a été dissipée. Donc, pardonnez-moi, je me suis rendu compte seulement maintenant que ces flèches-là commençaient à un niveau d'énergie plus bas. Donc ici, dans le cas de la couleur violette, nous allons voir que toute l'énergie a été dissipée. Mais dans le cas de cette flèche bleue, nous voyons que l'électron a sauté au niveau 6, mais en descendant, il y a une certaine partie de l'énergie là que l'on ne voit pas, qui est invisible. Pourquoi? Parce que c'est une quantité d'énergie de ce niveau-là 6 au niveau 5. La différence d'énergie a été perdue en forme de chaleur ou d'énergie thermique. Et donc, le reste est un peu plus petit que la quantité d'énergie que l'électron avait absorbée. C'est pour ça que quand cette énergie va être libérée, quand l'électron descend
cette fois-ci, il va descendre du niveau 5 au niveau numéro 2 et il va libérer une quantité d'énergie qui est plus petite que celle qui a été libérée dans ce cas à droite de la flèche en violet. Donc, nous allons avoir une couleur bleue. Pourquoi? Parce que l'énergie qui accompagne la couleur bleue est plus petite que celle qui accompagne la couleur violette. Et alors, la différence d'énergie, où est-elle allée? Elle s'est dissipée en forme d'énergie. Dans le troisième cas, nous voyons que ce même électron peut sauter jusqu'au niveau 6 et puis décider ou être obligé à descendre pour obéir les lois de la cellule, être obligé à descendre encore une fois à son état fondamental. Mais cette fois-ci, nous avons ici un écart. La flèche commence ici. Pourquoi? Parce que en descendant du niveau 6 au niveau 4, passant par le niveau 5, une quantité d'énergie a été libérée en forme d'énergie thermique et alors invisible pour nous, mais dont la chaleur peut être sensée. Et ici, alors, l'énergie lumineuse, l'énergie qui a une couleur, qui va être la lumière qui a la couleur verte, a été libérée parce que nous avons un plus petit ou une plus petite quantité d'énergie qui a été libérée. Donc, le plus la quantité de chaleur qui a été libérée, le moins la quantité d'énergie qui va être permise à la lumière colorée de se voir. Et ici alors, puisque l'énergie est plus faible, donc nous avons une couleur qui a une longueur d'onde plus longue qui est la couleur verte. Dans le quatrième cas, l'électron saute jusqu'au niveau 6 et en descendant du niveau 6 au niveau 3, il n'y a pas d'énergie lumineuse visible qui est libérée, mais seulement de l'énergie thermique invisible. Donc, une grande quantité a été libérée et l'énergie qui va être lumineuse et qui va avoir une couleur sera l'énergie libérée de l'électron en passant du niveau 3 au niveau 2. Donc, c'est une toute petite quantité d'énergie. Et c'est pour ça que les radiations rouges ont une longueur d'onde, ont une énergie très basse et une longueur d'onde alors et une fréquence très faible et la lumière rouge et infrarouge sont accompagnées de chaleur thermique et on utilise ça dans les physiothérapies où l'on utilise les lumières et les radiations infrarouges pour utiliser leur chaleur pour pouvoir guérir les douleurs des articulations. Alors, on va récapituler ou résumer tout ça en lisant le texte et disant que lorsqu'un électron excité perd de l'énergie, il va donc revenir ou retourner vers un niveau d'énergie ou une couche électronique. La couche électronique, c'est le niveau d'énergie qui est plus proche du noyau. Il peut retourner, d'habitude, il va retourner à son niveau fondamental. Et ce niveau fondamental est plus proche du noyau et il va émettre un photon ou une particule de lumière. Et l'énergie accompagnant ce photon ou cette particule de lumière va dépendre de la différence entre les couches électroniques ou les niveaux. Et lorsqu'un électron, encore une fois, redescend à un niveau plus bas, du point de vue énergie, il va libérer exactement la différence d'énergie entre les deux niveaux, mais sous des formes qui sont variables. Qu'est-ce que je veux dire par des formes variables? C'est-à-dire que cette énergie peut être libérée, comme je viens de l'expliquer,
en forme d'énergie thermique ou en forme d'énergie lumineuse. Mais le plus important, c'est que la quantité d'énergie libérée va être exactement égale à la quantité d'énergie qui a été absorbée. Quand l'électron qui descend d'un niveau supérieur à un niveau inférieur, plus proche du noyau, libère une certaine quantité d'énergie en forme de chaleur ou énergie thermique, on appelle ça une relaxation thermique. Donc, relaxation veut dire perte d'énergie. Mais ça peut être aussi libéré en forme de lumière qui a une couleur que l'on appelle l'émission fluorescente. Comment est-ce qu'on peut définir une émission fluorescente? C'est une émission de lumière qui est rapidement provoquée par l'absorption d'énergie. Nous comprenons maintenant qu'il doit y avoir une absorption d'énergie. Il doit y avoir, pardon, une absorption d'énergie avant que l'électron ne perde cette quantité d'énergie qui va causer l'émission fluorescente, et cela obéit les règles de la mécanique quantique. Donc, si nous nous concentrons maintenant à résumer la quantité d'énergie qui est gagnée et la comparer à la quantité d'énergie qui est perdue et comparer ça avec les lois de la conservation de l'énergie, donc on va dire quelques points. On va expliquer ou nous concentrer sur quelques points. Le premier point, c'est l'énergie exacte. Comme on vient de le dire, l'énergie totale perdue, c'est-à-dire thermique et fluorescente, est toujours strictement ou rigoureusement égale à à l'énergie, la différence d'énergie entre le niveau de départ, qui est le niveau original de l'électron, et le niveau supérieur ou le niveau d'arrivée. Et cela, on l'a expliqué d'une façon très détaillée. La deuxième règle, c'est la variation de la forme, c'est-à-dire l'énergie totale peut être restituée en une seule fois, c'est-à-dire l'électron va sauter du niveau inférieur au niveau supérieur après avoir absorbé un photon, et puis tout d'un coup, il retourne au niveau essentiel. Donc, dans ce cas-là, l'énergie globale va être restituée en une seule étape en émettant un photon. Mais parfois, comme je viens de l'expliquer, on peut libérer cette énergie en deux étapes, c'est-à-dire libérer un peu de chaleur et ensuite libérer une énergie lumineuse ou un photon. La règle numéro 3, ou le point numéro 3, c'est est-ce que la libération de l'énergie du photon qui descend à son niveau fondamental ou qui retourne à son niveau fondamental est-elle une énergie thermique ou une énergie fluorescente? Donc, cela dépend de cette explication que vous voyez dans le texte. Donc, comme vous le voyez ici dans le texte, nous avons deux possibilités. Nous avons la possibilité de la perte thermique, c'est-à-dire la perte en forme de chaleur, que l'on peut aussi appeler la relaxation non radiative. Relaxation parce qu'il y a une perte d'énergie, non radiative parce qu'il n'y a pas de fluorescent. Et dans ce cas-là, l'électron va dissiper l'énergie qu'il avait absorbée en forme de vibration ou en forme de chaleur. C'est-à-dire, il va libérer de l'énergie et cette énergie-là, ou bien ça sera de la chaleur qui se dissipe à l'environnement, ou ça sera des vibrations, c'est-à-dire une quantité d'énergie qui est suffisante à faire vibrer
les atomes voisins. C'est une énergie kinétique. Et dans ce cas-là, il n'y aura pas du tout d'émission de lumière. Mais la perte, comme je viens de le dire, peut être une perte fluorescente. Alors, ce qu'on appelle relaxation radiative. Pourquoi relaxation? Parce qu'il y a une perte d'énergie. Pourquoi radiative? Parce qu'il y a de la fluorescence et de la couleur. Dans ce cas-là, l'électron va libérer l'excédent d'énergie, l'énergie qu'il avait absorbée, mais cette fois-ci sous forme de lumière, un photon de lumière ou un rayonnement lumineux. Mais c'est un photon de lumière qui n'a pas assez d'énergie pour vous donner la lumière traditionnelle que l'on voit, mais c'est une lumière qui a une certaine couleur et qui est contrôlée par la quantité d'énergie dans ce photon. Donc, vous pouvez avoir une radiation rouge, une radiation jaune, etc. Ça dépend de l'énergie que le photon a. Alors, qu'est-ce qui détermine chaque cas? Qu'est-ce qui détermine, quels sont les facteurs qui déterminent si la perte sera thermique ou si la perte sera non thermique et fluorescente? Ça, c'est un niveau un peu plus élevé que le niveau traditionnel de la biologie de l'AP. C'est un niveau collège, mais il est intéressant de le connaître puisque nous avons discuté de ces radiations-là. Qu'est-ce qui va alors déterminer si nous allons perdre cette énergie en forme d'énergie thermique, c'est-à-dire chaleur ou vibration, ou en forme d'énergie fluorescente? Le déterminant numéro 1, c'est la présence de sous-niveau vibrationnel. Qu'est-ce que nous voulons dire par sous-niveau vibrationnel? Nous savons déjà qu'il y a des états électroniques, des niveaux d'énergie, le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, etc. Mais entre ces grands états principaux, il y a de petits niveaux d'énergie, ou disons plutôt que le niveau fondamental va se diviser en plusieurs sous-niveaux ou sous-couches qui ont des quantités ou des niveaux d'énergie légèrement différentes. Mais cela ne se trouve pas dans l'atome quand il est tout seul. Cela, on peut le voir quand l'atome se trouve dans une molécule. Pourquoi? Parce que dans une molécule, il y a une interaction entre les atomes. Et donc, la molécule va vibrer, la molécule va se tourner, il y a une rotation, il y a une vibration. Et tout ça, on ne le voit pas dans les atomes individuels. Et donc, ces sous-niveaux ou bien ces sous-couches ne sont pas détectées dans un atome individuel, mais dans l'atome quand il est à l'intérieur d'une molécule. La présence de ces sous-couches ou ces sous-niveaux va permettre à l'électron de glisser très rapidement d'un sous-niveau supérieur à un sous-niveau inférieur. Pourquoi dit-on rapidement? Parce que la différence d'énergie entre euh, les niveaux essentiels, 1, 2, 3, est bien plus grande que la différence d'énergie entre les sous-niveaux ou les sous-couches qui ne sont qu'une division du niveau essentiel. Le deuxième facteur, c'est la proximité des niveaux. Donc, dans le premier cas, si nous avons des sous-couches ou des sous-niveaux, nous allons découvrir que l'énergie libérée sera en forme d'énergie thermique. Numéro 2, la proximité des niveaux. Encore une fois, si l'écart, donc dans numéro 1, numéro 2 et numéro 3, nous parlons des facteurs qui favorisent la libération de l'énergie en forme d'énergie thermale. Le premier facteur, c'était la présence des sous-couches. Le simple fait d'avoir des sous-couches ou des sous-niveaux. Le deuxième facteur, c'est la proximité des niveaux, c'est-à-dire si l'écart entre les sous-niveaux d'énergie est faible,
Donc, ces collisions, etc., qui favorisent la dissipation en chaleur seront plus efficaces. Numéro 3, la température du milieu et la densité du milieu, c'est-à-dire la densité, c'est-à-dire la masse dans une unité de volume. Donc, le plus la matière est dense et le plus la température est haute, le plus on a une perte thermique. Donc, un milieu qui est plus dense ou qui est plus chaud va augmenter les chocs et les collisions entre les molécules et va favoriser la perte thermique au détriment de la lumière. Mais alors, nous venons de discuter les facteurs qui favorisent la libération en forme d'énergie thermique, mais quels sont les facteurs qui favorisent la fluorescence? Numéro 1, la transition doit être acceptée par l'atome, doit être permise par l'atome, c'est-à-dire il n'est pas permis de faire une descente où le spin de l'électron va être réversé. Vous savez que les électrons tournent autour d'eux-mêmes, ce qu'on appelle le spin de l'électron, et que ce spin-là a une certaine direction. Donc, lors du retour, il n'est pas acceptable ou il n'est pas permis que l'électron retourne au niveau essentiel, fondamental, avec un spin avec un spin réversé. Donc, le spin ne doit pas changer lors du retour quand l'électron passe d'un état cinglé à un autre état cinglé. Numéro 2, la compétition doit être favorable, c'est-à-dire la compétition entre quoi et quoi? La compétition entre la radiation et l'émission thermique. Est-ce que l'énergie sera émise en forme de radiation ou en forme d'énergie thermique? Donc, il y a tout le temps une compétition entre les deux. Pour que l'atome libère une fluorescence, donc la compétition entre la libération thermique et fluorescente doit être plus favorisable ou doit favoriser la fluorescence. Comment? Ça dépend de la vitesse de désexcitation du photon. Qu'est-ce que c'est que la vitesse de désexcitation du photon? La désexcitation, c'est la perte d'énergie. Quand le photon tombe d'un niveau énergie supérieur à un niveau d'énergie inférieur. Cela dépend de l'énergie. Donc, s'il y a une énergie assez grande pour que cette vitesse de désexcitation soit très rapide, et non pas seulement très rapide, mais plus rapide que la vitesse de désexcitation qui permet les pertes thermiques, donc la compétition va favoriser la fluorescence. Numéro 3, la structure de la molécule. Si cet atome se trouve dans une molécule, donc ça dépend des liaisons qui sont dans cette molécule. Donc, le plus vous avez des liaisons doubles qui sont alternées avec des liaisons cinglées ou qui sont formées d'une seule paire d'électrons, comme les fluorophores, on appelle cette condition-là une structure rigide ou des liaisons doubles alternées. C'est-à-dire que vous avez une liaison double et une liaison qui n'est pas double, qui constitue simplement d'une seule paire d'électrons. Cela empêche l'excès d'énergie de se perdre en forme d'énergie thermique et il se perd en forme d'énergie fluorescente. Un point très important à retenir, c'est pourquoi, c'est la question très importante, pourquoi est-ce que l'électron descend tout de suite, ne demeure pas longtemps dans le niveau d'énergie supérieur parce que les états excités sont instables et les atomes ont tendance tout le temps à avoir un état de stabilité. Et cet état de stabilité est achevé avec la moindre quantité d'énergie. Donc, les états excités étant instables, les électrons
vont revenir spontanément à leur état fondamental. Alors, cette phrase, elle répond à quoi? Elle répond à la question, pourquoi est-ce que l'électron est obligé de descendre encore une fois à son état fondamental? Et il y a une tendance naturelle dans les organismes vivants en général et dans les atomes et les électrons à chercher à occuper le niveau d'énergie le plus bas possible pour conserver leur énergie. Et non pas seulement pour conserver l'énergie, mais pour aussi obtenir la stabilité quantique, la stabilité d'énergie. Donc, c'est un principe fondamental qui est appliqué à tous les atomes, toutes les molécules et tous les composants des organismes vivants. Et c'est ce qui contrôle les règles de remplissage par électron des niveaux d'énergie. Par exemple, cet exemple, c'est la dernière chose ou le dernier sujet que je vais expliquer dans cette vidéo. Et c'est un exemple très fameux de la molécule de chlorophylle. Nous savons tous que la molécule de chlorophylle absorbe l'énergie lumineuse du soleil et que des atomes à l'intérieur vont être excités. Et quand ils sont excités, ou bien ils quittent la molécule, ils quittent cet atome central de la molécule et euh, passent à l'extérieur de chlorophylle et sont responsables du commencement ou de l'initiation des réactions de la photosynthèse en présence de l'énergie lumineuse, bien sûr, ou bien ils retournent ils ne sont pas, s'il y a beaucoup plus d'atomes qui ont été excités que la quantité dont la plante a besoin. Donc, ces électrons ne vont pas quitter la molécule de chlorophylle et vont retourner au niveau fondamental. Ici, par exemple, nous savons que la molécule de chlorophylle peut absorber la lumière bleue ou la lumière rouge et bien sûr, elle absorbe plus de lumière bleue que de lumière rouge, mais quand elle absorbe cette quantité de lumière rouge et que l'électron retourne à son niveau fondamental, il y a au début une relation thermique, c'est-à-dire une perte d'énergie en forme de chaleur, mais aussi il y a une fluorescence rouge qui s'émet des feuilles. Mais alors, pourquoi est-ce que les feuilles des arbres ne brillent pas à l'œil nu et pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas rouges ou vertes ou n'importe quelle fluorescence? Cela, c'est euh, à cause de trois raisons. La première raison, c'est que cette fluorescence est très faible et alors elle est numéro 2 masquée par la lumière du soleil et la différence d'énergie est majoritairement perdue en forme d'énergie thermique plus qu'elle est perdue en forme d'énergie lumineuse. Donc, nous terminons par cette règle. L'état fondamental correspond à l'état de l'atome dans lequel tous les électrons, non pas un seul électron, occupent les niveaux d'énergie les plus bas disponibles. Donc, pour parler d'un état fondamental pour l'atome, entier, nous parlons d'une condition où tous les électrons de cet atome doivent être présents dans les niveaux les plus bas pour chacun d'eux. Merci, j'ai terminé. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, donc s'il vous plaît, cliquez sur like, écrivez vos commentaires, partagez-la avec vos collègues et abonnez-vous à la chaîne si vous ne vous êtes pas encore abonné pour pouvoir euh, suivre toutes les explications que nous allons diffuser. Merci et à bientôt.